téléspectateurs de la radio-télévision Mourchid, bonjour. Vous êtes dans votre émission Plume de Pan. Plume de Pan est une émission réservée à la recherche. Et comme pour répondre à cette pensée selon laquelle, en Afrique, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Aujourd'hui, nous allons chercher et nous avons trouvé un chercheur du nom de Youssoufa. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour Maguette. Mes salutations à nos téléspectateurs de la Mourchid TV et mes salutations à tous les membres et sympathisants de l'Alliance patriotique du Millénium, le parti que je dirige. Merci beaucoup, Président Youssoufa Mbodj. Donc, comme à l'accoutumée, on va vous faire connaître qui est le président Youssoufa. Donc, il faut savoir que c'est un ingénieur polytechnicien qui a un MBA en finance internationale, mais qui a vraiment une bonne expérience professionnelle. D'abord, responsable maintenance mécanique, chef d'unité mesurage d'énergie, chef d'agence principale de Vincent, chef de service pratique commerciale et cash management, chef de département relations clientèle et innovation, chef de projet à la cellule projet transport de MCC et aujourd'hui, il est le chef de projet Access à la coordination Compact 2026. Monsieur le Président, si vous avez quelque chose à ajouter dans votre présentation, ça sera laquelle? La présentation est assez complète. Peut-être entre-temps, on a passé quelques diplômes relatifs au management des projets. Donc, on est certifié PMP, donc Project Management Professional. C'est une certification pour attester que vous pouvez gérer des projets. Mais à part ça, je pense que tout est au complet. Merci beaucoup, Président. Et on vous rappelle qu'il a été candidat à la présidentielle avec un livre-programme. Pourquoi vous avez fait ça? Un livre-programme? Parce que je l'ai toujours dit, il est important pour quelqu'un qui aspire à la magistrature suprême, à être président, à diriger les Sénégalais, d'avoir un programme clair. Et pour ça, je pense qu'il n'y a pas meilleur format qu'un livre-programme. C'est un livre de 502 pages, mais on y a attaqué 15 ou à 18 thématiques parmi lesquelles la santé, l'éducation, l'agriculture, sécurité et défense, finance, économie. Parce qu'il faut, avant pour autant de voter pour un président, savoir ce qu'il peut réellement apporter à son pays. Donc, s'il fait la même chose que les régimes précédents, moi, je me dis que peut-être on peut se dire bof et se dire qu'il faut forcément qu'il y ait une touche d'innovation par rapport à l'existant. L'État étant une continuité et une amélioration continue, il faut toujours se pencher quand même sur le programme sortant. Actuellement, c'est Pastef qui est au pouvoir. Mais s'il y a un nouveau pouvoir qui doit s'installer, forcément, il faudra qu'il regarde le plan de transformation nationale 2050, vision 2050, c'est forcé. Nous, quand on faisait le livre-programme, on a quand même bien étudié tout ce qui est PSE. Pas pour faire une copie, mais pour regarder là où en est l'État en termes de projets structurants. Après, maintenant, nous, on peut poser des jalons supplémentaires pour amener le pays vers le développement. Je donne un exemple. La santé. On a vu que l'État avait un programme PNDS qui dure depuis quand même plus d'une vingtaine d'années, avec 2 ou 3 phases. Donc le programme national de développement sanitaire, il faut quand même mettre sur la table quelque chose qui puisse le substituer. On a regardé tout ce qui est composante pour gérer la santé, donc les ressources humaines, on a regardé tout ce qui est formation, tout ce qui est financement de notre santé, tout ce qui est aussi gestion des endémies, des pandémies. On a regardé, en tout cas, la pharmacie, par exemple, 85% étant déportés depuis l'extérieur. On a regardé tous ces points-là pour proposer un programme fiable aux Sénégalais en se basant notamment sur une extension du PNDS. Donc, c'est pour dire qu'avant, pour autant, d'aspirer à diriger un pays, il faut forcément passer par là. C'est pourquoi, dans nos interventions, surtout en vue du dialogue national politique, on avait demandé à ce qu'on réforme le système politique en instaurant, en systématisant les débats programmatiques. Parce que quelqu'un peut être élu sans pour autant qu'on sache réellement s'il est capable ou pas. Et généralement, on tombe dans ce piège-là. On ne minimise pas, en fait, la connaissance d'autrui. Mais quand il s'agit au XXIe siècle d'avoir une présidence, d'avoir un président, il doit être quand même, avoir des notions partout. Pas être sachant partout, ce n'est pas possible. Qui trop embrasse mal les trains. Mais au moins connaître les notions de base en géostratégie, comme je l'ai dit, sécurité, défense. Nous sommes ceinturés par le feu, quelque part. On a une ceinture de feu, avec des pays qui ont eu à faire des putschs, avec une menace djihadiste ou terroriste qui est là. Nous avons, côté géostratégie, du mal à décoller. On le voit actuellement. Il faut nouer des partenariats stratégiques. Nous avons, côté économie, un scandale qu'on n'a pas fini de résoudre.
C'est pour dire que le président qui doit venir doit avoir des notions dans tout cela pour permettre de proposer aux Sénégalais le programme qui s'y est. Absolument. Donc, si on vous regarde, si on comprend bien, vous avez fait une étude d'abord avant de rentrer dans la politique. Maintenant, quelle expérience avez-vous gagné avec ce que tu as fait, avec ce que vous avez écrit et ce que vous avez enduré depuis la création de votre parti? Nous, notre parti est assez jeune, à peine 3 ans et demi à peu près. Et il faut dire qu'on a participé à globalement 4 élections, 2 élections législatives parce que le mandat a été abrogé, et une élection présidentielle, une élection des maires locales. Ce que j'en tire, c'est que les programmes ne font pas forcément gagner un candidat. Oui. Les Sénégalais n'ont pas accès à l'information des programmes. Parce que malheureusement, lors de la présidentielle, nous étions 200 à retirer le dossier. À peu près une centaine à avoir déposé et à avoir fait l'objet du tirage au sort. Donc ça veut dire pour les parrainages, bien sûr. Oui. Donc pour le contrôle des parrainages. Donc pour dire qu'on avait une grosse masse, tout le monde se pensait être le 5e président. Dieu a décidé, on respecte ce choix-là. Mais encore une fois, il faudrait qu'on réorganise nos sociétés de telle sorte que les pépites puissent sortir. Les pépites politiques, parce qu'il y en a. Ce n'est pas seulement nous, mais moi je considère qu'il y en a quand même que j'écoute avec admiration. Je vois qu'il y a quand même de la proposition. Donc il faut qu'on en arrive là, pas élire quelqu'un sur la base d'une pression médiatique ou bien d'un placement médiatique ou bien sur la base du populisme. Parce que malheureusement, c'est ce qui se fait. Celui qui tire le plus sur le pouvoir, c'est celui-là à qui on veut donner les rênes du pays. Non, il faut jauger le candidat. Il faut des débats. Qu'est-ce qu'il connaît réellement sur la santé, l'éducation, l'économie, etc. Et il faut organiser ce cadre-là. Donc il faut des plateaux techniques où tous les 5 ou 10 candidats qui seront retenus pour les présidentielles, comme le font les Américains lors des primaires ou même lors des élections. On a vu 2 débats. Donald Trump qui a fait un débat avec Biden et par la suite on a décidé de remplacer Biden par Kamala Harris pour dire que ça permet au moins à la population de savoir si ce candidat-là il tient la corde ou pas. Je pense qu'on doit se déconnecter de l'émotion, l'émotivité qui nous habite à chaque fois. J'entends parler de certains chroniqueurs à un moment donné quand je lis les commentaires, je vois oui un tel président. C'est dire qu'ils n'ont pas encore pesé, le Sénégalais n'a pas encore pesé toute la charge dévolue à la fonction présidentielle. Donc, maintenant, folie, comme vous avez l'habitude de dire. Donc, on peut évincer quelqu'un de la fonction présidentielle, mais on ne sait pas encore choisir un bon président. Donc, il faut que le cadre soit organisé, les débats programmatiques soient systématisés, que toutes les télévisions diffusent cela, pour qu'on puisse enfin voir les personnes vraiment aptes à diriger ce pays-là. Et si on ne fait pas cet effort-là, malheureusement, ce qui va se passer, tu vas avoir un président, peut-être qu'il n'a pas toutes les compétences, il a un minimum pour représentativité, mais ça ne suffit pas. Un président, il doit avoir un bagage intellectuel, un background. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que ce sont d'autres personnes qui vont diriger. Regardez actuellement ce qui se passe dans l'entourage du président, mais certaines décisions, tu sens carrément qu'il y a d'autres personnes qui ont décidé. Et quand on parle d'économie et finance, on ne le voit pas s'exprimer. Peut-être sur l'ordre de l'interview, il a parlé de leviers de financement. Mais actuellement, qui dirige réellement stratégiquement le Sénégal en termes d'économie et de finances? À part le ministre, il y avait le gars qui était à la Banque centrale, à Lamine Lo, etc. Tu sens que ce sont les pattes. Le plan de développement, ils ont fait un livre blanc. Ils ont fait un plan de développement. Ils ont proposé quelque chose. Ils avaient le livre solution. Mais, in fine, est-ce qu'on a eu ce plan-là à la table des Sénégalais? Non, ils ont fait un autre plan de développement, plan de transformation nationale, vision 2050. C'est pour dire que ce sont des cabinets spécialisés qui étaient là du temps de Macky Sall. C'est eux qui ont, on peut dire, ébauché ou bien même fait l'essentiel du travail du plan de développement. Donc on se retrouve avec des mercenaires des plans de développement qui sont partout en Afrique, qui offrent le service. C'est de bonne guerre, hein? C'est de la prestation intellectuelle. Mais quand on parle de rupture systémique, il faut qu'à la base, le leader, quand même, qu'il ait cette vision-là. Une grosse vision, une grosse ambition, et qu'il ait les notions pour impulser cette vision-là. Ça, maintenant, si on se base seulement sur l'effet populaire, les buzz, mais on n'aura pas cet homme-là. Alors qu'in fine, on doit avoir cet homme-là pour déjà lancer
les prémices du développement et pour construire la grosse machine qui doit être derrière. Parce qu'un État, ce n'est pas seulement un seul homme. Donc il faut une machine de guerre. Donc la tête pensante, c'est l'homme qu'il faut déjà à la place qu'il faut. Donc le visionnaire et ceux qui doivent aider le visionnaire. Je pense que nous, dans tout ce qui est religion, on parle de Hadatul Hamshia. Donc Mohammed, et même Jésus avec ses 12 apôtres, et c'était comme ça. Mohammed avec 4 sahabats types. L'un incarnait la force, l'autre incarnait la sagesse, l'autre la lucidité, c'est-à-dire la véricité, etc., etc. L'autre l'argent. Donc, un homme, une mission, des moyens. Donc, il faut que ce leader-là soit là. Ensuite, qu'il y ait des gars qui l'aident, des personnes qui l'aident. Ces personnes-là peuvent ne pas provenir de son parti politique. Que tant qu'on se cantonne, on dit non, on gouverne d'abord avec ceux avec lesquels on a gagné les élections, on ne s'en sort pas. Diomaye, le président Diomaye, actuellement est en train de diriger avec une bonne base de PASTEF, mais avec la coalition Diomaye. Parfois, tu es obligé, un leader politique, de lui donner sa part du gâteau. Tu le nommes à un poste, il dit il est ingénieur, d'accord, comme moi, par exemple, mais est-ce que réellement il sait faire? Parce que dans les entreprises, on trouve des ingénieurs, on trouve des médecins, on trouve du tout, des comptables, mais parfois la personne n'est pas capable d'apporter cette touche d'innovation-là. Il faut savoir détecter les personnes qui peuvent faire des tâches courantes, des personnes qui sont dans l'innovation, dans l'action. Voilà. Maintenant, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, c'est comme ça, cette mentalité que ça doit être déroulé. Donc, tu es élu président, mais tu dois gouverner avec tous les Sénégalais, même ceux qui ont voté contre toi. Donc, quand tu trouves une société comme Petrosen, qui a Manar Sall, excellent, reconnu de tous, qui a fait ses preuves à Elton, mais tu le laisses là-bas. Si tu as quelqu'un d'autre que tu as envisagé pour le remplacer, mais le secteur de l'énergie est grand. Est vaste, oui. Est vaste. La SAR, tu peux la dupliquer en 2, 3. Ça doit faire partie des projets. Parce que sinon, le syndrome du Nigeria va nous rattraper. Être un gros producteur de pétrole et de gaz, mais tu ne raffines pas, le pétrole te revient très cher parce que c'est raffiné à l'extérieur. L'Égypte, pourquoi ils peuvent se permettre de vendre le litre du carburant, le litre du carburant à 179, moins de 200, moins de 300 francs? Parce qu'au niveau de l'Égypte, mais il y a plein de raffineries. Donc, le gars que tu amènes, tu peux le mettre comme étant le DG de la SAR bis. Tu fais une réforme structurelle de la SAR, tu le mets là-bas. C'est un exemple parmi tant d'autres. Pour dire qu'on doit construire cette machine de guerre-là et que les Sénégalais doivent maintenant désormais apprendre à voter pour un bon président. Effectivement. Et vous avez fait une bonne transition. Dans votre œuvre programme, vous avez fait une étude, des recherches sur le pétrole et le gaz. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Actuellement, on est à une petite réduction des comptes en termes de dépenses recettes. J'étais en train de voir l'impact des hydrocarbures, donc tout ce qui est mine, pétrole, gaz, sur les recettes qu'on a enregistrées en 2024 et prévues par peut-être la LFR. Il faut voir qu'actuellement, là où on espère gagner en financement de nos plans de développement, de nos programmes, pour industrialiser notre pays, pour redresser la barre côté éducation, mais c'est le pétrole et le gaz. Donc je me suis intéressé à 2 facteurs déjà, 2 choses. D'abord les fonds souverains, parce que l'État avait pris l'option de créer des fonds souverains, fonds 6, fonds pour les investissements stratégiques. Et après, il y avait un fonds intergénérationnel. Il y avait aussi un fonds de stabilisation. C'était les 3 fonds qui étaient prévus. Le fonds 6 est une bonne chose, dans la mesure où, quand on prend l'exemple, par exemple, des pionniers du pétrole et du gaz, la Norvège, par exemple, ils ont un fonds d'investissement, la Norge Investment Bank, qui a investi dans plus de 9000 entreprises, des placements à risque modéré. Donc ça, c'est un bon modèle. Maintenant, la Norvège étant déjà un pays développé, eux, ils ne prennent pas la plupart de leurs richesses pour abonder le budget de l'État. Nous, quand même, on a pris l'option de faire 65% des recettes pétrolières pour verser ça dans l'État, pour l'État sénégalais. Les 25% pour le fonds intergénérationnel et les 10-15% pour abonder le fonds de stabilisation. Ce qui nous permet, quand il y a une hausse, une inflation sur le prix du combustible, pétrole-gaz, qu'on puisse le compenser avec ce fonds-là. C'est ça son rôle. Maintenant, le fonds intergénérationnel, je l'ai toujours dit,
c'est pour les générations futures, comme pour le cas de la Norvège. Mais nous, on n'est pas dans ce cas-là. On doit sauver l'éducation, on doit réformer l'éducation là. Au lieu de prendre ce fonds-là, de le réserver aux générations futures, mais pensons à l'impulser, à l'injecter dans l'éducation pour rectifier. Déjà, satisfaire les conditions pédagogiques, satisfaire les besoins en rémunération salariale, etc. Et essayer de se projeter pour l'école du futur, surtout à l'avènement de la technologie quantique, à l'avènement de l'intelligence artificielle. Dans un pays qui n'est pas encore suffisamment industrialisé, donc on doit lancer les filières techniques, ce fonds-là ferait quand même du bien, pour au moins compenser quelque chose. Donc on s'est intéressé au fonds, parce qu'on sait que ce sont les revenus du pétrole, du gaz et des mines qui vont nous permettre, nous, de financer notre industrialisation, de redresser la barre pour l'agriculture, l'éducation, les secteurs prioritaires. On s'est ensuite intéressé au fond des contrats. Le contrat, comme je l'ai toujours dit, il y a deux facteurs, le profit oil et le post-oil. Le profit oil, ce sont les profits qui sont partagés entre nous et les majors à travers un contrat de recherche de partage du pétrole, le CRPP. On a ce qu'on appelle le cost oil, les coûts pétroliers. Les coûts pétroliers, c'est tout ce que le major a dépensé pour explorer, commencer à extraire, commencer à mettre sous baril, donc pour carrément exploiter. Maintenant, à la vue des contrats, on l'avait dit, heureusement le gouvernement, j'ai vu quand même sur certains points, ils sont en train d'essayer de renégocier les contrats. D'accord. Mais c'est une marge très faible de renégociation. Ils sont en train de se pencher sur la contre-expertise, le comptage contradictoire du nombre de barils. C'est un fait très important. On l'avait écrit dans le livre. Ils doivent se pencher sur tout ce qui est corruption passive ou active, qui peut toucher nos citoyens, parce qu'ils sont dans un domaine très lucratif. Il y a des milliards en jeu. Maintenant, les recommandations qu'on avait faites, déjà, protéger les agents de Petrosen avec une bonne rémunération, de telle sorte qu'ils sont à l'abri, et faire des enquêtes de masse pour être sûr que celui qui est là-bas, il ne sera pas sujet à des corruptions passives ou actives. Il faut le comptage contradictoire. Ce sont des technologies, c'est une science, c'est une connaissance qu'il faut aller chercher. Si on peut l'avoir à travers l'INPG, donc l'Institut national de pétrole et de gaz qu'ils ont créé, tant mieux. Si on ne peut pas l'avoir à travers l'INPG, il faut aller chercher cette connaissance-là. Et j'avais donné comme recommandation aussi de renégocier les contrats, de faire de telle sorte que le cost oil, on fasse remonter les 75%, on fasse descendre ça à 40-50%. Pour que 50% maintenant puisse être du profit oil, donc quelque chose qu'on partage avec le major. Donc, en dehors de ça, on a nos royalties, on a la redevance foncière, on a l'impôt. Donc, globalement, on peut dire les contrats, peut-être, pour un début, c'était pas mal, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Maintenant, pour le futur, on va négocier le bloc de Yakaar-Teranga, où British Petroleum s'est désisté. On va avoir d'autres blocs, parce que quand ton bassin sédimentaire dit que tu as du pétrole et du gaz, tu en trouves sur les deux bouts, tu en trouves à Sangomar, sur la Petite Côte, je pense, tu en trouves à GTA, Grande Tortue Arméine, sur la Grande Côte, à Saint-Louis, ça veut dire que ton bassin quand même, tu peux avoir confiance par rapport au risque. Il y a peu de risques de chercher à travers des blocs et de ne pas trouver. Offshore et onshore. Donc nous, les prochains contrats, c'est là-bas où on peut rectifier. En attendant, essayons de maximiser les revenus par ce comptage contradictoire-là, qu'on ne nous compte pas pour 100 000 barils, parce que ça influence le pourcentage que tu vas recevoir. Tu ne vas pas avoir plus de 54% sur le profit oil, mais tu peux avoir, par exemple, 54% si jamais tu as, par exemple, plus de 200 000 barils de produits par jour. Donc, il faut compter, il ne faut pas qu'on nous dupe sur cet aspect-là. Donc, globalement, le pétrole et le gaz, actuellement, on est plus pays producteur de gaz que de pétrole. Mais dans tous les cas, le gaz est l'émanation du pétrole. Donc, on peut avoir espoir. Ça peut être un gage de négociation. Nos États actuellement peinent à trouver des financements. Ils sont en train même de réduire les budgets. En 2024, le gouvernement de Macky Sall était à 7,3 milliards de budgétisés sur la LFI. LFI 2023, je pense. Sur le 2024. Sur la fin, après, ils l'ont ramené à 5 700 milliards, le nouveau gouvernement, pour dire qu'ils ont ramené le budget à la baisse. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a eu un différé sur le pétrole, les rentrées de pétrole, et parce qu'à un moment donné, on n'a pas su valoriser ces richesses-là.
pour négocier avec ceux qui ont l'argent. Maintenant, le gouvernement, ils ont le choix. Ils ont une politique dite souverainiste. Ils ont le choix entre camper sur cette position-là, donc faire dos à la France. Je ne le recommande pas, parce que tous les États sont de bons partenaires. Maintenant, il faut redéfinir les termes d'échange. Ils peuvent maintenant se dire que la France ne sera plus notre partenaire privilégié, je peux être d'accord. Maintenant, tu ne dois pas être assis sur deux chaises. Il faut à un moment donné que tu te décides. Quelles sont les alternatives à la France, à l'AFD et au FMI? Parce que le FMI, généralement, c'est la France qui a beaucoup plus de mainmise. Quelles sont les alternatives à la Banque mondiale? De l'autre côté, le monde n'est plus unipolaire. On a deux pôles. On a les États-Unis et leurs alliés, et même les États-Unis sont en train de se détacher à travers une politique nationaliste de Donald Trump. Et on a le BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa, élargi à 6 autres nations, dont l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Afrique du Sud, pas le Nigeria, l'Éthiopie et l'Argentine. Donc, ils sont en train de se construire en un bloc qui fait 50%, plus de 50% du PIB mondial, plus de 50% de la population mondiale. Tu veux une politique souverainiste, donc tu as le droit de dire maintenant je suis pro-BRICS. Macky Sall a fait un grand pas. Il est allé dans l'antichambre des BRICS. Il a porté ça à la candidature du Sénégal pour adhérer au BRICS. Le BRICS actuellement a une devise panier, donc une monnaie panier, le BRICS Pay, avantage. Donc sûrement avec des avantages sur les taux de change. Quand tu achètes du pétrole du Kazakhstan, quand tu achètes du pétrole de Chine, de Russie, etc., forcément tu auras des avantages, ou bien une quelconque denrée, semi-conducteurs, etc. Maintenant, si on profitait de la nouvelle Bank of Development, donc la nouvelle banque de développement des BRICS, mais peut-être on ne serait pas là à lancer des eurobonds, à lancer des emprunts obligataires un peu partout. Même si c'est dans l'espace UEMOA, il y a moins de risques de change. Mais quand tu as un partenaire à qui tu dis, j'ai l'habitude de donner cet exemple-là, et j'insiste dessus, j'ai besoin de 5 000 milliards pour mes dépenses courantes. J'ai besoin de 5 000 milliards pour mes dépenses en capital, donc l'investissement. Mais là, tu es tranquille pendant 5 ans. Tu investis, la Chine dit je peux mettre, la Russie dit que je peux mettre, l'Inde dit que je peux mettre. Maintenant, tu fais un partenariat win-win. Ils peuvent venir monter, les sociétés chinoises peuvent venir monter des industries. Tu as besoin d'eux, par exemple, pour la transformation systématique de l'or au Sénégal avant toute exportation, si les contrats te le permettent. Ou bien si tu as une nouvelle mine découverte qui te le permet, tu négocies avec les Chinois. Les Russes, tu peux te dire, dans l'armée, sécurité et défense. Je veux monter une artillerie ou bien une industrie de l'armement avec mes frères africains pour aider le Mali, etc., pour protéger mes frontières. Tu as un partenariat stratégique. Avec l'Inde, tu regardes, ils sont très forts en intelligence artificielle, même si on ne le dit pas en informatique. Tu peux dire, je veux monter une Silicon Valley au niveau de Tambacounda. Donc j'ai besoin aussi de la transformer en une zone de transformation du fer, du cobalt et tout ce qu'on trouve comme minerai. Tu as besoin d'un investissement. Pour ce faire, donc tu as besoin de ces partenaires-là. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas seulement faire une tournée au niveau sous-régional qui règle la chose. Il faut le faire sur 2 axes. Si le PM décide d'être plus panafricaniste, d'aller au niveau de l'Afrique, c'est très bien. Maintenant, notre président, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, peut aller au niveau de ces grosses industries-là. Maintenant, il faut qu'il soit armé d'une très bonne équipe pour la diplomatie économique. Je donne l'exemple de la Mauritanie qui a très bien réussi. Parce que je suis quelques-uns de leurs diplomatiques sur les réseaux sociaux professionnels. Je vois qu'ils ont fait des pas en avant. Ils sont en train de lever des fonds au niveau de l'Arabie Saoudite. Ils ont l'avantage que la BDA, la Banque arabe de développement en Afrique, était dirigée par un Mauritanien. Ils en profitent. Et ils ont fait de l'excellent travail. C'est pourquoi ils dirigent maintenant la BAD. Donc le bureau opérationnel pour les partenariats économiques, la diplomatie actuellement, c'est un levier économique. On ne devait pas dissoudre ce bureau-là. J'ai entendu qu'on l'a dissous. Donc il faut qu'on réactive ces bureaux-là. Il faut que les équipes qui accompagnent notre président, le président n'est pas censé connaître tout le monde, moi j'ai un métier, c'est l'ingénieur. Même si j'ai fait MBA en finance, ça ne m'en fait pas un spécialiste très fort en finance. Mais j'ai les notions nécessaires pour analyser les tableaux, etc., pour donner mon point de vue sur la finance. Et pour la compta aussi. Donc pour dire qu'il doit être accompagné d'une équipe forte. Et ça,
Si on fait du clientélisme politique, on ne pourra pas l'avoir. Donc il faut qu'il y ait les têtes pensantes sénégalais, de la diaspora et d'outre-mer, etc., qui viennent se greffer à ces équipes-là, le conseiller, préparer les dossiers pour acquérir ces financements-là. Maintenant, tout ça devait être normalement intégré dans le plan de développement. J'ai commencé à lire, je n'ai pas fini, je l'avoue, mais je me dis qu'on a raté le coche quelque part. Donc il fallait que notre présidence ait une solution, une position, pas d'ambiguïté, pas s'asseoir entre deux chaises, figé quand même quelque part, tout en étant ouvert. Parce que le monde est actuellement dans l'ouverture. Donc tu peux être du côté des BRICS, moi c'est ce que je recommande. Partenariat avec la Russie, la Chine, l'Inde, etc. Mais tout en t'ouvrant aux Français. Là où vous n'aviez pas eu une bonne expérience de partenariat, s'ils peuvent corriger, ils corrigent. S'ils veulent financer sur un pan de notre économie, l'agriculture par exemple, on peut travailler. Avec le Maroc, ils ont un bon partenariat sur l'ONCF, l'Office national des chemins de fer. C'est ça qu'on devait reproduire au Sénégal, on l'a raté avec le TER. Je me dis que si on avait des écoles qui forment en même temps les Français et les Sénégalais pour le TER, les métiers du chemin de fer, les ISEP ont commencé, mais on pouvait avoir une école de plus grande envergure. Pour la conduite, pour les chemins de fer déjà, pour aussi les trains, la construction des trains, les rames de train, la maintenance, etc. Et même l'innovation technologique pour les trains. Donc il faut être ambitieux. Pour ce faire, il fallait qu'on négocie des partenariats stratégiques, même avec les Français d'Alstom. Je me dis que c'est possible. Donc travaillons sur ces axes-là, essayons de redresser le tir, parce qu'on est à 1 an et demi à peine de magistère pour PASTEF. Ils ont le temps de rectifier. Encore une fois, il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais donc, pensez-vous que la politique pétrolière du Sénégal vous convainc? Vous, en tant que quelqu'un qui a fait des recherches sur le pétrole, actuellement, la politique pétrolière du Sénégal? Non, c'est encourageant, parce que quand même, bon, le secrétaire général du COS-Petrogaz, Khadim Bamba Ndiaye, je pense, le disait qu'il n'y avait rien. Ça m'a fait rire. Parce qu'en réalité, il dirige un COS-Petrogaz, c'est Macky Sall qui l'a installé. Il y avait aussi une autre instance pour le pétrole-gaz, comité stratégique, je pense, qui est pour le pétrole et le gaz. On a fait une réforme du code pétrolier en 2019. Code minier, je ne sais pas si ça a bougé, mais les contrats, de manière générale, ont été signés sous la présidence de Macky Sall. L'INPG a été monté sous la présidence de Macky Sall. Le CNLS, le Conseil national, je pense, sur le contenu local, la loi sur le contenu local, a été montée avec Macky Sall. Il a fait quand même des efforts. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'améliorer. Là, ça devait être démultiplié. Bien, on est en train d'augmenter ses capacités, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir assez de capacités pour raffiner. Donc ça contribue à rentabiliser le secteur du pétrole. Autre chose que Macky Sall et son gouvernement ont fait, sans pour autant essayer de les protéger, hein, et puis, voilà, mais pour dire la vérité. Il ne faut pas être nihiliste. Donc, il y a la politique de gas to power et la politique de gas to industry. Gas to power, ça va permettre aux Sénégalais de souffler. Parce que nos dépenses, nous, du côté de la Sénélec, je suis quelqu'un de la Sénélec, nos dépenses en combustible, mais sont presque incompressibles. C'est 50 à 60%, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est ça. Donc, si jamais tu as du gaz qui te vient gratuit ou pseudo-gratuit, donc tes dépenses sont amorties. Ce qui fait que tu peux répercuter ça sur la facture ou le wirefall du client. Et pourquoi jusqu'à présent, les Sénégalais n'ont pas encore senti l'impact du pétrole? Parce qu'on n'est pas encore prêt. Le RGS qui avait été lancé sous Macky Sall, le réseau gazier du Sénégal, c'est ça qui devait permettre à ce que un des puits au niveau de Yakar Teranga puisse être connecté à nos centrales qui ont été en cycle reconfiguré. Donc on a des centrales à gaz, actuellement des turbines à gaz. Donc ça permettait de les alimenter au gaz. Donc c'est ça qui permet de casser les coûts du combustible. On a une centrale qui est prévue à Gandon, au niveau de Saint-Louis, qui doit être perfusée par normalement GTA, Grand Tortue Ahmeyim. Normalement, Teranga, c'est le gros puits, je pense plus de 15 TCF, qui devait permettre d'appliquer cette politique de gas to power. British Petroleum, malheureusement, s'est désisté sous Macky Sall. Actuellement, l'actuel gouvernement est en train de chercher un partenaire fiable pour développer cette politique de gas to power. Ça pourrait permettre à ce que WAE, donc la West African Energy, qui se trouve au Cap des Biches,
Gandon et même Mboro, la centrale de Mboro, qui sont des centrales qui sont à plus de 250 MW. Mais ça aurait permis de décupler déjà nos capacités énergétiques et ça aurait permis de casser les coûts. Mais malheureusement, ça a été retardé parce que RGS n'est pas encore prêt, mais ils sont en train de déployer quand même, de faire des efforts. Et on a BP qui s'est désisté au niveau de Tiaka-Teranga. Donc je pense que ce sera peut-être possible en 2029. Hopefully, comme on dit. 2029. Je pense. Mais bon, nous pensons qu'après avoir vu que le premier baril de pétrole a été, je sais pas, vendu ou je sais pas, en tout cas exploité, nous pensions que le Sénégal aurait vraiment espoir de vivre vraiment une vie harmonieuse. En fait, nous ne sommes pas un gros producteur de pétrole pour l'instant. Okay. On a quand même espoir parce que en se basant sur les recherches, les anciennes recherches de la BRGM, quand on voit le bassin sédimentaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Sénégal devrait être un gros producteur de pétrole. En termes de gaz, quand même, nous sommes un gros producteur. Parce que les réserves privées, selon les statistiques de BP et de Woodside, pourtant, ça a fait office de 1400 milliards de mètres cubes de gaz. Ça faisait de nous, normalement, après l'avènement du first gaz, là, ça devait faire de nous le 4e pays africain. Le Nigeria est encore un peu loin, 5500 milliards. Il y a la Libye, il y a l'Algérie, je pense. Il y a un autre pays que j'ai oublié. Mais on était très bien placés. Donc, si jamais on commence à exploiter le gaz, je me dis qu'on peut carrément attendre des retombées. Mais la rentabilité viendra surtout de la politique de gas to power. Pour déjà casser les coûts de l'énergie. Parce que l'énergie, c'est le moteur de l'économie. Le Premier ministre, tout récemment, il est allé en Sierra Leone et il a fait un peu la Guinée, je pense. Qu'est-ce qu'il a proposé comme deal? Je ne sais pas si c'est signé, parce que je n'ai pas de confirmation. Il a signé, il a prédit peut-être que le Sénégal devrait monter une industrie pour transformer le bauxite guinéen ou bien tout ce qui est industrie ferragineuse au niveau de Sierra Leone et au niveau du Sénégal. Mais pour cela, il faut de l'énergie. Et pour créer cette énergie-là, il faut du gaz pseudo-gratuit pour Sénélec ou bien les filiales. Donc pour ce faire, il faut déjà qu'on pense à notre industrialisation. Parce que ce n'est pas sûr que ce qu'on va produire, même avec l'avènement des 3 centrales qui vont faire peut-être 900 mégas, donc presque la pointe pour carrément booster la capacité énergétique, même avec ça, ce n'est pas sûr que ça suffira pour nous, à plus forte raison, pour pouvoir faire de la transformation avec de l'industrie lourde pour les autres pays. Donc il faut quand même qu'on soit un peu réaliste. Moi, je crois qu'on devrait, dans un premier temps, se concentrer sur la transformation de nos ressources. Le fer, industrie automobile, industrie aéronautique, parce qu'on doit faire comme le Maroc à Kenitra, monter des réacteurs d'avion, commencer par l'assemblage, petit à petit, gagner en compétences en prenant nos enfants, les amenant dans de grandes écoles ou bien en montant de grandes écoles ici. C'est ça le projet. Ensuite, maintenant, la connaissance acquise, là, on peut commencer à monter, ensuite commencer à produire. Produire notre chaîne de véhicules, parce que nos véhicules made in France, made in Allemagne, made in Japon, Corée, Amérique, nous coûtent très cher. Donc, ça, on peut diviser les coûts des véhicules en 2. Déjà, avec l'avènement du gaz, les véhicules électriques, etc., on peut casser ce coût-là de carburant, etc. Ça permettra aux Sénégalais de vivre mieux. C'est là-bas où réellement ça va déteindre sur la vie. Donc, le gaz, extrêmement important et stratégique pour le Sénégal. Donc, ce qu'on devrait faire, rapidement trouver un major, pour exploiter le bloc de Yaka-Teranga. Et je l'avais dit, la sous-région devrait servir de levier pour ça. Avoir un major au niveau sur-régional ne devrait pas être un problème pour la CEDEAO. Ça fait 40 ans, plus de 40 ans qu'ils travaillent sur des projets structurants. À part le WAP, le West African Power Pool dont on parle, où nous ne sommes pas des mastodontes, comme le fait penser les déclarations du PEM, non. C'est Côte d'Ivoire, c'est Nigeria d'abord, et Ghana. Moi, j'ai fait le Ghana, mais les centrales de Tema, etc., font que le Ghana est un grand producteur d'électricité, mais le premier, c'est le Nigeria. Nous ne sommes pas des mastodontes. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est essayer déjà de satisfaire notre demande. Et ça passe par des partenariats quand même sous-régionaux. Donc, le pétrole, on doit avoir un major sous-régional. Donc, au lieu de porter une réconciliation entre l'AES et la CEDEAO, l'AES étant souveraine, mieux vaut porter des projets tels que faire du port de Dakar le hub portuaire, le hub logistique pour l'AES,
parce qu'il y a Tema qui s'est positionné, il y a Lomé qui s'est positionné, il y a les Marocains qui sont en train de développer Dakhla Atlantique. Donc on va être en retard, on va perdre la course. Au lieu de cela aussi, essayer de proposer un major pétrolier global pour l'Afrique de l'Ouest. Chacun y va avec ses cotisations. En 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans maximum, on doit pouvoir former nos fils avec des écoles inter-États, les amener à l'étranger pour qu'ils acquièrent via des partenariats stratégiques avec le BRICS par exemple, la connaissance, et on commence à être notre propre major pétrolier, selon un programme en grappe. Donc si on agit de la sorte, moi je me dis, d'ici 10 ans, on parlera d'autres choses. Donc il faut y aller par palier. Mais ce qui ne rassure pas actuellement dans le fonctionnement du pays, c'est qu'on n'a pas vu de jalons. Un projet, il faut des jalons. Les jalons, ce sont des ouvrages forts ou bien des sous-projets réalisés à fort impact. C'est là où on peut voir que réellement le projet est en cours. Mais actuellement, ce qu'on voit, clientélisme politique, beaucoup de slogans, beaucoup de bonne volonté. Il y a de la bonne volonté pour certains, franchement. Mais ça ne suffit pas. Le développement, ce n'est pas seulement les slogans. Il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, développer l'économie de la connaissance, développer ton tissu industriel, développer ton agriculture pour que les gens puissent, pour que tes populations puissent manger à leur faim. Et enfin maintenant, essayer de voir autrement le bien-être, développer l'industrie du bien-être. Merci beaucoup donc au Président. On vous rappelle qu'on est en train de suivre le Président Youssoupha Mbodj, qui est notre invité aujourd'hui dans Plume de Pan. Mais Président, vous avez aussi évoqué une question importante, la politique sanitaire au Sénégal, dans votre œuvre. Pouvez-vous revenir sur ça? On a essayé de se conformer à une méthodologie qui est tirée de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui classe en modules. Donc j'ai parlé tout à l'heure du module pharmacie, du module information sanitaire, système d'information sanitaire. Il y a ressources humaines, donc y compris la formation et tout ce qui est rémunération, motivation incitative. Il y a un module de gouvernance. Donc tout ça, le rapport du Fonds Force Covid-19 traite beaucoup de malversation, de détournement de fonds, de surfacturation. Mais ceux qui ont lu doivent savoir qu'il y a un fort volet qui décrit un peu comment est-ce qu'on a riposté au Covid. Le Covid a mis à épreuve notre système sanitaire. Le Covid est venu comme étant une pandémie mondiale, une endémie même. Maintenant, dans notre riposte, on a mis stratégiquement peut-être les bonnes couches, CNGE, le Comité national de gestion des épidémies, pour gérer la stratégie. Un conseil scientifique aussi à côté pour conseiller. Il y a les laboratoires, mais j'en parlerai. Il y a aussi le COUS pour l'aspect opérationnel, le SAMU aussi pour l'aspect opérationnel, surtout le plateau médical. Mais le SAMU, on n'en a pas 14 on n'en a pas dans toutes les régions du Sénégal. On a 8 SAMU. 8 sur 14, ça veut dire qu'il y a 6 régions qui n'ont pas de SAMU. C'est le COUS pour l'urgence sanitaire. Mais on n'en a pas 14, on en a 11 manquements. CNGE a essayé de jouer son rôle, mais ils ont copié-collé, je veux dire, sur tout ce qui se passe en France. Parce qu'ils nous ont imposé le vaccin. Le vaccin est une solution parmi tant d'autres, mais j'y reviendrai aussi. Regardez l'organisation, donc. Stratégiquement, on peut dire que c'était plus ou moins bien pensé. Mais au niveau de la pharmacie, par exemple, la gestion du médicament ne s'est pas très bien passée. C'est dans le rapport. Si tu veux, dans chaque région, donner la même quantité, mais ce n'est pas les mêmes problèmes partout. Donc, il ne faut pas donner une quantité de médicaments sans pourtant matcher le besoin. Parfois, on se retrouve en sous-stock, parfois en sous-stock. Donc, la pharmacie, de manière générale, 85% de nos produits pharmaceutiques sont issus de l'étranger. Les 15% qui restent, ce sont des instituts, on peut dire, à la limite, privés. Donc, nous, on n'a pas cette souveraineté pharmaceutique. Donc, il faut que l'industrie de la pharmacie, qui peut être pourvoyeuse d'emplois, soit implémentée au Sénégal. La remontée de l'information sanitaire. Si vous voyez bien, l'information sanitaire doit permettre à ce que lorsqu'une épidémie ou une maladie déclenche quelque part, qu'on puisse avoir les statistiques. Voir par quelle voie c'est rentré, combien de personnes sont affectées, et on met en plan un plan de contingence, un plan pour réprimer ces risques de propagation-là. Donc, on n'a pas cette remontée-là. On a des systèmes qui ont été implémentés dans beaucoup d'hôpitaux.
au niveau du ministère, etc. Des logiciels que j'ai cités dans le livre, mais qui ne sont pas utilisés à bon escient. Parce qu'il y a un souci de formation, surtout dans les cases de santé, où parfois tu n'as pas de médecin-chef, tu n'as pas quelqu'un qui est capable de remonter cette information-là. Donc on doit faire attention à ça. Il faut un système intégré, qui intègre toutes les sources d'informations sur la santé. Les traiter, les segmenter, les faire par module. Et ensuite, maintenant, il faut une prise de décision derrière. Il ne faut pas seulement la remonter, mais un outil d'aide à la prise de décision. Après ça, l'information sanitaire, on peut passer des ressources humaines. On forme des médecins, on ne les recrute pas systématiquement. Alors que nos médecins actuellement sont en train d'aller dans les autres pays. Ils vont être recrutés là-bas. Donc, peut-être pas de patriotisme, certains vont rentrer. Mais normalement, au même titre que les énarques, je trouve que les ingénieurs, les médecins, les enseignants de haut niveau doivent être systématiquement recrutés et dans la fonction publique ou parapublique. Donc, on a failli à ça. On a une bonne formation des médecins ici, mais il faut aussi penser aux paramédecins, aux auxiliaires de la santé, sages-femmes d'État, infirmiers d'État, etc. Donc il faut qu'on pense à cette couche-là de la santé, il faut qu'on pense aussi à la santé communautaire, tous ceux qui ont appris la santé communautaire. Donc la formation est à renforcer, elle est de très bonne qualité, franchement, mais il faut la renforcer, il faut assouplir en fait les urgences. Parce qu'on a vu la lettre d'une directrice d'hôpital, je pense que c'était Dalal Diam, au ministre de la Santé, elle est alarmante. Ça veut dire qu'ils ont un déficit de personnel. Pourquoi donc on ne recrute pas? Ça doit être systématique, budgétisé. Je pense que la santé, c'est un des parents pauvres du budget du Sénégal. Donc, on a parlé aussi de la gouvernance, je pense. Globalement, il y a 6 modules et on l'a bien développé dedans pour donner des solutions, pour qu'on apprenne du Covid. Parce que le Covid a été simulé au niveau du Forum économique de Davos. Une pandémie qui doit sévir à Rio. Non, il y a des Sénégalais qui étaient là. Donc, ils savaient qu'il y avait cette menace-là. Certains ont occupé de hautes fonctions, des ministres même de la Santé. Donc, ils étaient au courant. Donc, on devait mieux se préparer par rapport à ces pandémies-là. Et par rapport aux solutions. Pas seulement prendre le vaccin, qui a été prodigué par la France à travers son conseil et le monde, et les initiatives telles que Gavi, mais on devait penser à des alternatives. Le ZEC, la plante de ZEC, l'Artemisia, qui est malgache, qui a fait ses preuves, l'hydroxychloroquine du professeur Raoul, et nous-mêmes, nos remèdes. Nous, en Wolof, quand on dit garab, garab c'est arbre, mais c'est médicament. Oui. Donc, on a compris que ce qui soigne la personne, ça passe à travers les arbres. C'est une photosynthèse, c'est le soleil qui est capté, qui est transformé en molécules, etc. C'est ça qui fait qu'on est soigné. Donc, nous, on a cette science-là infuse, traditionnelle. On doit développer cet aspect de notre médecine traditionnelle, la standardiser, la normaliser, gérer la posologie pour qu'il n'y ait pas des effets secondaires. Effectivement, Président. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire sur ça, mais il nous reste des questions très importantes, surtout en ce qui concerne aujourd'hui la géopolitique. On voit que certains nous parlent de panafricanisme. Est-ce que ça, vous êtes trop d'accord sur ça? Moi déjà, je pense qu'il y a quelqu'un qui me disait qu'il faut enlever le pan et dire africanisme. Parce que panafricanisme, moi j'ai l'impression, c'est une invention des Européens, quelque part. Parce que tous ceux qui incarnaient le panafricanisme au tout début, c'était des personnes, des personnalités de haute voltige. Maintenant, on assiste à une émergence de panafricanisme qui n'ont pas la tête assez pleine, pour moi, qui sont dans le slogan. Dans les slogans Hotep, Hotep, etc., pour dire que voilà, je suis panafricaniste parce que je prononce un message égyptien. Non, c'est pas ça. Ils sont dans l'habillement. Je m'habille en africain, je suis panafricaniste. Non, on doit aller au-delà de cela. Il doit promouvoir justement ce que je disais, l'économie de la connaissance. D'accord, il faut se ramener aux racines, les roots, essayer de reconstituer l'histoire parce que l'histoire a été falsifiée pour nourrir chez nous un complexe d'infériorité. On sait tous ce qui se passe en Égypte, mais je ne vais pas m'accrocher à des ancêtres qui ont été noirs en Égypte, qui ont été pharaons. C'est du temps révolu. On doit reconsidérer que le monde a changé. On avait dominé, maintenant on est dominé, on doit voir maintenant le panafricanisme ou l'africanité, comment le reconstituer,
Comment faire de telle sorte que nos médecines traditionnelles, cette science-là qui est en train malheureusement de se perdre, comme l'a dit Amadou Hampâté-Bâ, en Afrique, un vieillard qui meurt est comme une bibliothèque qui brûle. On est en train de perdre cette connaissance-là. Bien vrai que moi, je crois que Dieu, dans sa mansuétude, dans sa toute-puissance et son omniscience, a su mettre ça dans le cœur des hommes. À un moment donné, ça va se restituer et c'est en train de se restituer. Actuellement, tu prends tous les domaines, ce sont les Africains qui sont les meilleurs. Donc, quelque part, c'est un cycle. On était en déclin, maintenant on reprend le cycle. Donc, c'est pourquoi le siècle, le 21e siècle, sera africain ou ne sera pas. C'est pourquoi nous, notre parti s'appelle Alliance patriotique du millénium. On parle de ce millénaire-là. L'amorçage est déjà là, parce que l'Afrique est incontournable, on a toutes les richesses. Maintenant, il faut voir comment préparer le jeune africain. C'est là-bas où les influenceurs, les panafricanistes, entre guillemets, doivent se placer. Pas seulement être là à dire « je suis panafricain », non. Là, éduquer les jeunes. Donc, à travers les partis, les écoles de partis, avec des thématiques panafricanistes ou africanistes. Parce que Pan, langage des oiseaux, que Dieu a appris à Suleiman, langage des oiseaux, décortiquer le mot pour en connaître la quintessence. Pan, Peter Pan, c'est qui? C'est un enfant qui ne voulait pas grandir. Nous, on veut grandir. On veut devenir des adultes matures, majeurs et non vaccinés. Donc, pour prendre en charge notre destin. Pour ce faire, maintenant, on doit changer de structure mentale. On doit enlever tout ce qui est Paris, qui est en train de faire des ravages sur notre jeunesse. Tout ce qui est produits stupéfiants, les volets, etc., les drogues, les boissons énergétiques qui malheureusement déteignent sur le rendement de notre jeunesse. On doit avoir une souveraineté sur beaucoup de choses, surtout la souveraineté alimentaire, parce qu'en réalité, ce qu'on mange, on devient ce qu'on mange. Donc, on doit déjà avoir cette souveraineté alimentaire-là. Les OGM qui sont en train d'être produits, nous, malheureusement, on a laissé passer une loi sur la bioéthique en 2022, parce qu'elle était là, hein. Tout le monde était là, ils ont laissé passer cette loi-là. Bien vrai que Pasteur en 2029, il n'y avait que Sonko comme député. Mais c'est passé. Après, maintenant, il devait rectifier le tir pour interdire les OGM. Partout où les OGM passent, c'est pas bon. C'est bonjour les maladies. On a une baisse de l'intellect. Donc, il faut que tout ça, qu'on reprenne en main notre alimentation, que ce soit bio. Et ça permet, nous, à nos enfants, à travers des cantines qu'on peut monter dans les écoles, de manger sain. Si on ne se focalise pas sur cette souveraineté-là, alimentaire, pharmaceutique, médicinale, économique, mais on n'ira nulle part. Le panafricanisme, c'est avant tout un courant intellectuel. Les Nkrumah et autres, quand ils lançaient le panafricanisme, les Senghor, c'était vraiment des têtes. Voilà, donc il faut qu'on revienne à ça, que ce ne soit pas des personnes qui déchirent le franc CFA, qui brûlent le franc CFA, qui vont au Bénin, ensuite qui vont... Non, moi je me dis qu'on doit dépasser ça. C'est bien beau, c'est bon pour galvaniser les troupes, mais maintenant il faut passer à l'action. Effectivement. On voit aussi que le monde aujourd'hui est secoué par une presque guerre mondiale. Et je pense que vous avez évoqué aussi des questions importantes sur ça. Pouvez-vous revenir sur ça? Déjà, il y a eu une guerre entre Israël et Palestine. Nous tous, on a assisté au génocide. Parce que c'est un génocide en réalité. Ce qu'on oublie, c'est que la Palestine, avant même ces actuels Palestiniens, était habitée par qui? C'était un peuple noir qui était là-bas. C'est pourquoi je dis tout à l'heure qu'il faut restituer l'histoire. Avant 1917, des peuples noirs existaient en Palestine. Prenez le nord Yémen, bon, c'est presque cette bande-là. Le Yémen, c'est un peuple noir en réalité. Donc, il faut qu'on se dise que Dieu est dans la justice. Mais, moi, ce que je souhaite, par-dessus tout, c'est qu'il y ait la paix. Le territoire actuellement occupé par Israéliens et Palestiniens, il faut qu'on divise le territoire en deux. Je pense que cette solution-là a été préconisée par beaucoup. Il faut qu'on en arrive là. Donc les radicaux qu'on voit un peu partout, qui empêchent la naissance d'un État, d'un double État, je pense que c'est eux qui font actuellement créer cette guerre-là. Il faut dire qu'Israël est un pays atypique, créé en 1947, à la suite de la guerre mondiale, pour réparer le préjudice de l'Holocauste. Maintenant, on est en droit de se poser des questions par rapport à Israël elle-même. Avant de revenir sur l'Iran, les États-Unis, le rôle de Trump et de Poutine. Regardez en Israël.
on parle de judaïsme, c'est la religion officielle, on peut dire. Il y a des Arabes juifs, j'espère que tout le monde le sait. Regardez, il y a des juifs orthodoxes, il y a d'autres qui sont juifs, je peux dire, mais pas orthodoxes. Vous allez en Israël, les juifs orthodoxes sont contre Netanyahou, ils traitent leur gouvernement de sionistes. Maintenant, donc, il y a lieu de faire une distinction entre le sionisme et le judaïsme. Le judaïsme, c'est une religion, comme l'islam, la chrétienté, le christianisme. Donc, ce sont nos frères. Il y a un père des 3 religions révélées, c'est Ibrahim. Donc, les accords d'Abraham que Trump a fait signer à 5 États, c'était un peu dans l'objectif de réunir la famille d'Abraham. Il faut qu'on aille à ça. On peut cohabiter. On a le même Dieu, quoi qu'on en dise. Maintenant, un État qui se dit sioniste, mais regardez, ils sont en train de matraquer les juifs orthodoxes qui sont là-bas. Faites les recherches, vous verrez. Donc, ce n'est pas un État qui a un but pieux. Actuellement, quand vous regardez les discours de Netanyahou, on ne me l'a pas raconté, je l'ai suivi. Il parle de Grand Israël. Donc, quand tu parles de Grand Israël, ça veut dire que tu vas prendre la Palestine qui ne t'appartenait pas, tu vas prendre la Syrie, tu vas prendre le Maroc même, tu vas prendre l'Iran, tu vas élargir à l'Arabie Saoudite. C'est un dessin, c'est une vision qui n'est pas bonne, qu'il faut arrêter. C'est un projet. C'est un projet qui n'est pas bon, idéologique à la limite dangereuse. Donc, moi, je me dis actuellement, il faut tout faire pour que ceux qui prônent cet état d'esprit-là, ceux qui prônent aussi un islam intégral, radical, tout ça, il faut mettre de côté. L'islam n'est pas pour la violence. C'est une religion de soumission et de paix. C'est ce qu'on a dit. Donc, chacun, on respecte sa religion. Donc, il faut qu'on arrive vers ça. Maintenant, pour revenir sur Iran et Israël, le conflit a démarré depuis 1979 avec l'avènement de la révolution islamique, avec l'ayatollah Khomeini. On oublie que l'actuel ayatollah Khamenei a été président de l'Iran de 1981 à 88. Les gens semblent l'ignorer. C'est quelqu'un qui a du vécu. Et c'est quelqu'un qui sait où il va. L'Israël, depuis 1979, a commencé, et les États-Unis d'ailleurs, à attaquer l'Iran. On leur reproche l'enrichissement de l'uranium pour créer une bombe atomique ou bien l'arme nucléaire. Mais de quel droit une nation qui a déjà l'arme nucléaire peut-elle se prévaloir d'interdire à une autre d'avoir l'arme nucléaire? Moi, je pense que pour l'équilibre des forces, d'ailleurs, c'était ça qui a fait que l'Union soviétique s'est retrouvée avec l'arme atomique au même titre que les États-Unis avec le couple Rosenstein, je pense que c'était ça. Ils ont envoyé les plans. Donc, c'était pour l'équilibre du monde. Ceux qui ont créé la bombe atomique savent que c'est dangereux. Donc, il faudrait mieux qu'il y ait des pans qui l'ont pour se neutraliser et des accords de non-prolifération d'armes stratégiques. C'est ce qu'on avait en 1970 entre Nixon et Khrouchtchev, je pense, le russe. Autant c'était l'Union soviétique. Pour dire qu'on doit retourner à ça, des accords stratégiques de non-prolifération, pour que petit à petit on aille vers des armes vraiment stratégiques à la limite, des armes banalisées. Parce que le nucléaire peut détruire la Terre. Donc, l'Iran a ce droit-là pour moi. L'Iran a été attaqué. On a tué le chef des Pajdaran, les gardiens de la révolution, le général Qassem Soleimani. On a tué beaucoup de généraux. On a tué beaucoup de scientifiques de haut niveau qui étaient là peut-être pour l'enrichissement de l'uranium à des fins militaires, mais à des fins civiles aussi, parce que le nucléaire est avant tout civil. Donc, on les a provoqués. L'ancien président est mort sur accident d'hélicoptère dans des conditions lugubres, parce que je ne vais pas accuser un État, mais on sait à peu près comment ça s'est passé. Donc, tout ça fait qu'ils sont dans une politique de légitime défense. Donc, ils ont créé le Hezbollah au niveau du Liban. Ils ont créé les factions Houthis au niveau du Yémen. Tout ça, c'est pour se défendre. C'est de la légitime défense. Maintenant, je n'encourage pas la violence. Ce qu'on devrait faire, parce qu'actuellement, ce qui s'est passé, ils sont dans un cessez-le-feu, après 12 jours où ils se sont bombardés les uns des autres. Et le rôle de Donald Trump a été clair. Parce que tout le monde croit qu'il est va-t-en guerre, je l'ai toujours dit, il n'est pas va-t-en guerre, il est va-t-en business. Il fait un voyage au niveau de l'Émirat arabe uni, de Bahreïn et autres, pour ramasser 3600 milliards de dollars de contrats sur l'énergie, l'intelligence artificielle, l'électricité, etc. Et même le sport. Pour dire que lui, il est dans le développement nationaliste de son pays. Effectivement. Donc,
il sait quand même que le monde, les États-Unis ont un rôle de gendarme à peu près. Mais il prône la paix. Il a fait signer les accords d'Abraham, qu'il veut élargir actuellement à l'Arabie Saoudite. Il a dit, lorsque les bombardements ont commencé du côté d'Israël, de l'Iran, qu'il avait essayé de convaincre déjà la Russie d'intégrer les pourparlers, pour l'intégrer. Il dit aussi qu'il y avait un projet d'assassinat de l'ayatollah Khamenei. Et il a tout fait pour abroger ça. Il a essayé de dissuader l'Israël. Donc ça veut dire qu'il est dans une perspective de paix. D'ailleurs, lorsque l'Iran a attaqué, et à un moment donné, il a voulu mettre fin à ça, surtout par rapport à l'enrichissement qui était le sujet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il a bombardé. Mais on sait que s'il a touché le cœur du réacteur nucléaire, on aurait eu un nuage. Ça aurait été comme Tchernobyl. Il n'a pas fait. Donc, ils ont parlé de sabotage pour retarder l'enrichissement, pour convaincre Israël de laisser. Donc, quelque part, ils sont dans une dynamique de paix. Et même, des sources disent que les Iraniens ont évacué pas mal de leur enrichissement avant pour autant que le bombardement soit là. Donc, quelque part, si vous voyez bien son jeu, ils ont été informés. Ils ont été informés. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'a pas trop de temps. Il nous reste que 2 minutes. Donc, on va vous laisser encore le soin, en tant que président de parti, en tant qu'aussi notre invité, de donner votre dernière impression. Déjà, vous remercier par rapport à l'invitation. Parce que parfois, on va dans des émissions, c'est un chrono 30 minutes, top. Donc, c'est difficile de carrément parler, de déployer son programme, d'étaler son programme. Et on souhaite bonne chance à Mourchid TV pour atteindre le maximum de téléspectateurs à travers des émissions aussi intéressantes que la vôtre. Et on te remercie encore une fois. On souhaite en fait une bonne journée à nos téléspectateurs, une bonne journée à nos sympathisants et membres de l'Alliance patriotique du Millénium. Merci beaucoup, amis téléspectateurs de la radio-télévision Mourchid. Et avant de clore cette émission-là, nous vous convions à la célébration de la journée 4 Mia aussi, dédiée au pôle Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Al Maktoum. Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Al Fatimi, qui disait Khadamaya Hattayni ala raqabati kulli awliya Rahman. Ça sera la 9e édition qui sera organisée à Pâle, la ville sainte de Mam Cheikh Seydil Hadji Rawane, sous la direction de son petit-fils qui s'appelle Abdou Khadr Ngom. Donc nous vous convions à cette journée-là. Ça sera le 9 août, Inch'Allah. Président, vous êtes invité à cette journée de 4 Mia, organisée par l'association des talibé cheikh internationaux, c'est-à-dire c'est l'association internationale des talibé cheikh authentiques. Donc ça sera le 9 août, Inch'Allah, à Pâle. Donc nous vous convions à cette journée 4 Mia, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Al Fatimi. Donc pour vous donner rendez-vous ce jour, ce sera le 9 août, Inch'Allah, à Pâle. Donc c'est avec ces modestes mots, du reste très impuissant par rapport à la dimension de nos intentions, que nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un autre numéro. Merci beaucoup, Président. Merci.